Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dans un des lieux les plus emblématiques de la communauté portugaise de Montréal, soit le parc du Portugal. Pour plusieurs personnes, l'arrivée des Portugais au Canada remonte il y a seulement 70 ans. C'est en 1953 quand s'est produite la première immigration officielle de Portugais à Halifax, puis finalement à Montréal. Sauf que aujourd'hui, je vais vous parler dans le cadre de mon projet personnel de l'arrivée des Portugais au Canada, non pas il y a 70 ans, mais il y a bien 500 ans. Nous sommes à présent dans la bibliothèque José d'Almensor de la mission catholique portugaise de Santa Cruz. Et je suis venue ici chercher un livre Factos Escondidos da História de Portugal, écrit par José Gomes Ferreira, journaliste portugais très connu, chef d'antenne de l'information de SIC Notícias. Factos Escondidos da História de Portugal, les faits cachés de l'histoire du Portugal. Car oui, l'arrivée des Portugais au Canada à la fin du XVe siècle et au début du XVIe est un fait caché non seulement de l'histoire du Portugal, mais aussi de l'histoire du Canada. Mais avant même de pouvoir parler de l'arrivée des Portugais, nous devons tout d'abord avoir une mise en contexte. En 1443, Constantinople va être prise par les Ottomans. Et à partir de ce moment-là, l'Empire ottoman va avoir un contrôle sur la ville, sur une ville très importante. Pourquoi? Parce que c'était un lieu de contact, un lieu d'échange et où plusieurs épices, où le commerce partait de l'Asie et arrivait en Europe. Sauf qu'à partir de ce moment-là, les Ottomans vont dire non, ça suffit. On a le monopole du commerce, on contrôle le commerce. Et parmi les plusieurs pays qui vont dire ah non, ça ne marche pas comme ça, il y a le Portugal. Mais qu'est-ce que le Portugal peut bien faire dans tout ça? Eh bien, plusieurs possibilités. La première, c'est de aller par un chemin terrestre. Ceuta, une ville au Maroc, avait été conquise par le Portugal en 1415, et donc il suffisait juste de prendre le contrôle de toute l'Afrique du Nord pour arriver en Asie. Sauf que le problème avec cela, c'est que juste pour faire une petite parenthèse, lorsque les Portugais sont arrivés à Ceuta, la ville était vide, complètement vide. Mais pourquoi? Eh bien, parce que tous les marchands qui étaient présents dans cette ville que tout le monde disait être une mine d'or pour le commerce, étaient partis. Puis le Portugal ne pouvait pas juste conquérir un si grand territoire alors que les marchands fuyaient. Allez ici, allez là-bas. Donc, cette possibilité n'était tout simplement pas viable. La deuxième possibilité était d'aller par la mer. Le Portugal a comme seul voisin l'Espagne, qui à cette époque était encore Castille. Et disons que les relations entre les deux pays n'étaient pas la meilleure. Et donc, le Portugal devait alors se tourner vers celui qui avait la majorité d'un contact de frontière avec le Portugal, soit l'océan Atlantique. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le Portugal va réellement devenir une terre ayant un peuple de marins. Et c'est à partir de ce moment-là que les grandes découvertes vont réellement commencer. Comme on le sait, on va arriver
en Inde avant même l'année 1500, donc en 1498. Mais disons que pour arriver en Inde, ça prenait quand même du temps, contourner toute l'Afrique, du côté non seulement de l'Atlantique, mais après du côté aussi de l'océan Indien, pour après arriver en Asie, puis finalement arriver en Inde, puis en Chine. Parce que une des hypothèses par la mer était celle de arriver en Inde, arriver en Chine, donc en Asie, par l'ouest. À cette époque-là, on ne connaissait pas encore de territoire en tant que tel. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les Portugais vont commencer à explorer, et à explorer peu à peu. Il ne faut pas oublier que en 1492, Christophe Colomb va arriver en Amérique au service du roi d'Espagne. Et à partir de là, d'un côté, les Portugais étaient déjà en train d'arriver de plus en plus loin en Afrique. De l'autre côté, les Espagnols arrivent finalement en Amérique. Et le roi de Castille va donc demander au pape Alexandre VI en 1493, donc un an après l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, de faire une ligne alexandrine, donc une ligne imaginaire qui sépare le monde en deux, entre le Portugal et l'Espagne. Au début, cette ligne va être à 370 lieues à l'ouest de Cap-Vert. Sauf que le Portugal va dire non. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il y aura des négociations très intenses, mais le roi Jean II du Portugal, le prince parfait, comme il est surnommé, va arriver à une entente avec Castille, donc avec l'Espagne, afin que cette ligne soit poussée 200 lieues de plus à l'ouest. Mais pourquoi? À cette époque-là, on se disait, mais pourquoi est-ce que tu veux avoir 200 lieues de plus à l'ouest s'il y a de la mer? Parce que les Espagnols ne connaissaient pas encore bien l'Amérique. Oui, Christophe Colomb était arrivé au service du roi de l'Espagne, mais pas plus que ça. Et c'est là qu'on va voir toute l'ingéniosité et toute l'intelligence de Jean II. Parce que si on regarde dans une carte actuelle du monde, on va constater que en poussant 200 lieues plus à l'ouest, le Portugal pouvait donc prendre possession de la côte est du Brésil, mais non seulement d'une partie de Terre-Neuve. Terre-Neuve, ça fait bizarre, non? Le Canada, quel contact a le Portugal avec le Canada? Eh bien, c'est ça ce qu'on va explorer à présent. Montrer comment est-ce que le Portugal était arrivé au Canada bien avant l'arrivée officielle de Jean Cabot à Terre-Neuve en 1497 et avant l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé en 1534. Parce que bien avant ces deux hommes-là, le Portugal était déjà arrivé ici. Et je vais vous le montrer, et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de faire cette capsule. Parce qu'on peut le voir que dans nos manuels d'histoire, on ne parle presque pas du Portugal. Je me souviens que la seule chose dont on avait parlé en secondaire 3, c'est qu'il y avait des marins portugais qui étaient arrivés à Terre-Neuve. Mais c'est tout. Pas de chronologie, pas de João Vaz Corte Real, Gaspar Corte Real, Miguel Corte Real.
ça vous dit probablement rien. João Álvares Fagundes, Lavrador, Pedro de Barcelos, Diogo de Teive. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose? Non. Mais aujourd'hui, je vais vous en parler et c'est là qu'on va réellement comprendre que les Portugais étaient arrivés au Canada bien avant ce que l'on pensait. Et quand M. Jacques Cartier est arrivé ici au service du roi de France, les Portugais connaissaient déjà ces terres très, très bien. Donc, tout d'abord, avant de parler en détail des plusieurs explorateurs qui seraient arrivés ici au Canada, j'aimerais vous lire une citation de Lionel Groulx qui avait écrit un livre sur la découverte du Canada, Jacques Cartier. Et je cite: « Toute une partie du Canada d'aujourd'hui, soit la plus grande partie de la Nouvelle-Écosse, toute l'île du Cap-Breton, Terre-Neuve, la côte orientale du Labrador ont été appelées, au début du XVIe siècle, terre du Portugal. Ainsi en advint-il de par la ligne alexandrine et aussi par des explorations et des prises de possession effectives. » On parle de ligne alexandrine, donc faisant référence au traité de Tordesilhas, et on peut le voir que Lionel Groulx lui-même avait reconnu que le Portugal avait pris possession de ces terres. Mais tout d'abord, avant même de rentrer en détail par rapport à ces explorations portugaises, il faut que je le dise, les premiers Européens arrivés au Canada, ce ne sont ni les Français, ni les Anglais, ni les Portugais, mais bien les Vikings. En l'an 1000, ils seraient arrivés quelque part autour du Groenland, Terre-Neuve, dans cette région-là. Ça, personne n'est en train de le nier. Il y a des recherches qui ont été faites, on a découvert des sites archéologiques, bon, pas bien archéologiques, mais on a trouvé des traces de présence des Vikings. Donc ça, personne ne le met en doute. Maintenant, plus tard, 400 ans plus tard, qui sera le premier arrivé à Terre-Neuve? Et ça, c'est une question de débat que plusieurs se posent. Officiellement, c'est Jean Cabot, 1497 à Terre-Neuve. Mais c'est impossible. C'est sûr que des Portugais étaient arrivés avant à Terre-Neuve, sinon pourquoi est-ce que dans le traité de Tordesilhas, on aurait tellement insisté à aller plus à l'ouest? La première théorie est celle de Diogo de Teive. Diogo de Teive qui était un écuyer d'Henri le navigateur et qui aurait été envoyé pour découvrir des îles. Il va en découvrir officiellement, soit les îles de Flores et Corvo, soit les îles les plus occidentales de l'archipel des Açores. Ça, c'est officiel. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui affirment que Diogo de Teive aurait vu par les changements de vitesse au niveau des courants marins, des vents marins également, et aurait aperçu Terre-Neuve. Ça, personne ne sait si c'est vrai ou non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a découvert ces deux îles-là, les îles les plus occidentales de l'archipel des Açores. C'est bien possible qu'ils soient allés plus à l'ouest encore. Mais, faute de preuves, ce n'est pas une théorie que tous les historiens approuvent. La seconde théorie va être celle de 1472, soit 20 ans plus tard. Et qu'est-ce qui se passe en 1472? Eh bien, Alphonse V du Portugal, père de Jean II, qui va signer le traité du Portugal, le traité de Tordesilhas, va demander à Christian Ier du Danemark à ce qu'une expédition luso-danoise, donc portugaise et danoise, soit organisée pour découvrir
pour explorer l'Atlantique Nord. Très bien. Pourquoi? On l'a déjà vu, comme je vous en ai parlé. L'hypothèse de arriver en Asie par l'ouest, donc par l'océan Atlantique, était une hypothèse. Et les Portugais essayaient de savoir si ça marcherait ou non. Dans cette expédition-là, donc, il y aurait eu la présence de 2 Portugais. Le premier étant João Vaz Cortrial et le deuxième étant Álvaro Martins Homem. 2 explorateurs qui vont donc faire cette expédition-là, qui vont arriver au Groenland, Groenland qui est aujourd'hui un territoire du Danemark, qu'il est encore territoire du Danemark jusqu'à présent, et qui après serait donc arrivé à Terre-Neuve. Les détails sur le voyage, on en connaît très peu. Mais ce que l'on sait, c'est que en 1551, le 3 mars, le bourgmestre de Kiel, donc une ville en Allemagne, le bourgmestre, soit l'équivalent d'un maire, pour ainsi dire, d'un prince qui avait le contrôle sur la ville, envoya une carte à Christian II, où il aurait parlé de ce voyage fait par le Danemark en collaboration avec le Portugal. Ce qui est sûr et certain, c'est que João Vaz Cortrial va avoir une reconnaissance. Comment ça? Eh bien, plusieurs cartes du Portugal, faites par des Portugais sur l'Amérique du Nord, je vais vous en parler plus tard, avaient dans la section de Terre-Neuve, Terre de Cortrial. Terre de Cortrial. Pratiquement la même chose en portugais qu'en français. Et ce que l'on sait aussi, c'est que João Vaz Cortrial, quand il est revenu de cette expédition-là, il est parti où? Il est parti dans l'île Terceira. Et qu'est-ce qu'il est allé faire dans l'île Terceira? On lui a donné une part de l'île pour une capitainerie, donc de Angra, et où il aurait donc assumé ces fonctions-là. Mais pourquoi? Eh bien, la réponse est simple. Parce qu'il serait arrivé à Terre-Neuve en compagnie de Álvaro Martins Homem. Plusieurs vont dire, non, ça n'a aucun sens, cette expédition-là, elle n'est pas logique. Mais si elle n'est pas logique, donc pourquoi est-ce que le maire d'une ville en Allemagne aurait envoyé une carte au roi du Danemark? C'est pas n'importe qui, c'est le roi du Danemark à parler de ce voyage, à décrire ce voyage. Si ce voyage n'aurait pas existé, non seulement il n'aurait pas envoyé une carte au roi, la personne la plus importante dans le pays, comme aussi, il faut le constater, Christian II du Danemark savait très probablement, très certainement, ce voyage-là, cette expédition-là. Et pourquoi est-ce que João Vaz Cortrial aurait-il reçu des terres, des responsabilités aussi hautes que celle de assumer la capitainerie de Angra do Heroísmo? C'est pas logique. Don João II, donc Jean II du Portugal, était un roi très sérieux, qui n'avait pas de temps à perdre et qui était très intelligent. Donc, ce ne serait pas logique que Don João II, que Jean II du Portugal, donc le prince parfait, ait tout simplement donné ses terres comme si rien n'était. Puis, ce qu'il faut aussi constater, c'est que Jean II a donné ses terres pour de loyaux services faire au roi. Loyaux services faire au roi. Suffit de faire 2 plus 2 pour comprendre que ces loyaux services faire étaient celui de
avoir découvert une nouvelle terre au nom du roi du Portugal. Donc ça, c'est quelque chose de très important de constater. Et donc, ça va être le deuxième voyage. La deuxième théorie, beaucoup plus reconnue que celle de Diogo Octave par rapport à l'arrivée des Portugais au Canada. Donc, après le voyage de João Vaz Corte Real et de Álvaro Martins Homem en Terre-Neuve, avec l'appui et donc l'aile du Portugal et du Danemark, le prochain voyage qui va se produire et qui va arriver ici au Canada est celui de Pedro de Barcelos et de João Fernandes Lavrador, donc en 1492 et 1495. Ce voyage va être considéré important et va être reconnu par plusieurs historiens, dont Eduardo Brazão, ancien ambassadeur du Portugal au Canada, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et ce qui est important de constater aussi, c'est que Pedro de Barcelos va écrire en 1506 que moi et un certain João Fernandes Lavrador, à laquelle découverte, nous avons été 3 bonnes années. Bon, syntaxiquement, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a passé 3 bonnes années à explorer les terres de Terre-Neuve. Il aurait hiverné au sud de Terre-Neuve, plus tard même dans le Cap Breton. Et ce qui est important de ce voyage-là, c'est les répercussions qu'il va avoir. Pedro de Barcelos va finir par mourir après ce voyage-là, mais son fils va recevoir des privilèges royaux. Ce n'était pas n'importe qui en recevait. Et pourquoi? Eh bien, en considération des services que nous avons reçus, donc la couronne du Portugal, de Pedro de Barcelos, déjà décédé, qui fut résident de notre île Terceira, dont l'armement est découverte de la partie du nord. Île Terceira, quelle coïncidence, João Vaz Corte Real et Álvaro Martins Homem, qui étaient venus ici 20 ans plus tôt, étaient les capitaines de l'île. Et donc, on peut le voir que c'est plusieurs coïncidences qui finissent par avoir une répercussion et qui, au final, ne sont pas de si grandes coïncidences que ça. Et là, faisons une petite parenthèse et regardons le voyage de Jean Cabot à Terre-Neuve en 1497. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, c'est parce que il serait probable que le capitaine de l'expédition qu'a menée Jean Cabot au service du roi d'Angleterre était très probablement João Fernandes Lavrador. Si João Fernandes Lavrador était arrivé ici au Canada entre 1492 et 1495, il est très bien possible qu'il ait été le capitaine de Jean Cabot. De même que, il est important de constater que pendant ces années, João Fernandes Lavrador n'était pas au Portugal. Où est-ce qu'il était? Quelle grande coïncidence! Il était en Angleterre. En Angleterre. Et qu'est-ce qu'il faisait en Angleterre? Très probablement en train de travailler avec Jean Cabot. Et donc, c'est là qu'on peut constater qu'il y a une théorie qui dit que Jean Cabot aurait donné le nom de la terre de Labrador, parce que le nom de João Fernandes Lavrador, il y en a qui disent que c'est Lavrador avec un V, il y en a qui disent que c'est Labrador avec un B, mais au final, en hommage à son capitaine, Jean Cabot aurait donné le nom de la terre qu'il venait de découvrir au nom du roi d'Angleterre. Il le donne au nom de son capitaine, Lavrador. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans nos manuels scolaires? On parle dans la blague, Labrador, probablement en hommage à un chien.
Eh bien non. C'est un hommage qui, selon moi, il est dans le top 3 des explorateurs portugais les plus importants à venir ici au Canada. Il va venir ici avec Pedro Barcelos. Il va être le capitaine, très probablement, de Jean Cabot lorsqu'il va venir ici en 1497. C'est pas par hasard qu'une province canadienne a le nom d'un explorateur portugais. Pas d'un chien, non, pas de la race d'un chien, d'un explorateur portugais, João Fernandes Lavrador, province du Labrador. Jusqu'à présent, on a parlé d'exploration, de voyage, d'expédition, de découvreurs, d'explorateurs, de marins portugais qui seraient arrivés ici au Canada. Donc, on a parlé de Diogo Tave, on a parlé de Álvaro Martins Homem, de João Vaz Corte Real, de Pedro Barcelos, de João Fernandes Lavrador. Toutes des explorations que, bien qu'elles soient documentées, plusieurs historiens disent non, on ne croit pas à ces théories parce qu'il y a faute de preuves. Mais à présent, je vais vous parler du voyage qui fait le plus de consensus parmi les historiens qui reconnaissent effectivement que les Portugais étaient les premiers Occidentaux, les premiers Européens arrivés ici au Canada après les Vikings. Et ce voyage qui fait le plus de consensus est celui de Gaspar Corte Real qui serait arrivé à Terre-Neuve en 1501. Donc, comme on avait vu, en 1497, Jean Cabot était arrivé à Terre-Neuve au service du roi d'Angleterre, très probablement avec l'aide de João Fernandes Lavrador. Et là, au Portugal, on se disait l'Angleterre peut très bien prendre possession des terres que nous, on connaissait déjà jusqu'à présent, depuis déjà plusieurs années. Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Car oui, les Portugais étaient arrivés ici, mais ils n'avaient jamais pris possession de ces terres, ils ne les avaient jamais revendiquées au nom du roi du Portugal. Et donc, le 12 mai 1500, Gaspar Corte Real va recevoir des lettres patentes de la part de Manuel Ier du Portugal, qui va succéder à Jean II du Portugal en tant que roi, puisque Jean II était décédé. Et donc, Dom Manuel Ier va accorder des lettres patentes qui lui permettent de venir explorer les terres de Terre-Neuve et prendre possession au nom du roi du Portugal. Il faut comprendre que, à cette époque-là, Gaspar Corte Real était un ami proche de Manuel Ier. Ils avaient notamment travaillé ensemble. Et il ne faut pas oublier que Gaspar Corte Real venait d'une famille très influente et importante. Son père, João Vaz Corte Real, serait arrivé ici en 1472 et c'était une famille qui avait beaucoup d'influence, qui avait une grande importance. Ils avaient notamment un grand palais à Lisbonne qui faisait un peu concurrence d'une certaine manière avec le château royal. Et donc on peut voir que cette famille avait notamment une grande importance et ce n'était pas n'importe quelle famille, celle des Corte Real. Et on peut voir qu'il y avait une grande proximité avec Gaspar Corte Real et Manuel Ier, et notamment le roi du Portugal. Il en a parlé dans ses lettres patentes et je vous les cite à présent. Nous faisons savoir en ce qui a trait à Gaspar Corte Real, gentilhomme de notre maison, que ces jours passés, il a travaillé lui-même et à ses frais, avec des navires et des hommes, à chercher et découvrir et trouver avec beaucoup de travail et de dépenses de son argent et au péril de sa personne quelques îles et de la terre ferme. Et par la suite, il désire continuer à mettre en œuvre et faire à ce sujet tout en son pouvoir pour trouver les dites îles et terres. Donc, on peut voir ici que Manuel Ier avait un grand
met un grand respect envers Gaspar Cortrial. Et on peut voir que Gaspar Cortrial avait cette volonté de vouloir honorer son pays et de continuer les traces que son père avait laissées dans ses expéditions ici à Terre-Neuve. Et donc, en été de 1500, Gaspar Cortrial va partir avec une embarcation et va partir en direction de l'Atlantique Nord pour donc arriver à Terre-Neuve. Sauf que le premier voyage va pas très bien se passer. En effet, il va arriver au Groenland, il va pas arriver à Terre-Neuve, et quand il arrive au Groenland, il voit qu'il n'était pas très bien préparé, qu'il y avait des problèmes avec les embarcations, puis il était entré en contact avec une banquise et pour éviter d'avoir plus de problèmes avec le navire, il décide de revenir à Lisbonne. Et cette histoire, bien que peu de personnes en parlent, a été documentée par Damião de Góis, qui était un historien portugais très connu au service du roi du Portugal. Et donc, ce premier voyage ne se passe pas très bien et en 1501, Gaspar Cortrial décide de repartir pour tenter à nouveau sa chance et cette fois-ci, il va partir avec 3 caravelles où, dans l'une de ces caravelles, aurait été présent son frère Miguel Cortrial, dont on va en parler plus tard. Donc, les 3 caravelles partent en 1501 et ils arrivent de nouveau au Groenland, mais cette fois-ci, Gaspar Cortrial, bien plus équipé, dit non, on continue, ils font demi-tour et arrivent finalement à Terre-Neuve. Quel exploit finalement d'avoir arrivé à Terre-Neuve, le but ultime de ce voyage a réussi. Et ils vont notamment rentrer en contact, ils vont établir un contact avec des autochtones. Bon, Gaspar Cortrial va décider de prendre des autochtones contre leur gré et ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire aux 2 autres caravelles, donc il y avait 3 caravelles, les 2 autres caravelles vont dire à leur équipage, ok, revenez à Lisbonne, annoncez au roi qu'on a découvert des terres neuves, puis amenez avec vous ces autochtones pour montrer la preuve que non seulement on a découvert cette terre, mais on est rentré en contact avec des peuples de ces terres-là. Donc, ces 2 caravelles vont partir, vont arriver à Lisbonne et selon ce qui a été dit, lorsque les autochtones sont arrivés à Lisbonne, les Portugais, le peuple qui était présent, était tout simplement surpris, était en train d'examiner les autochtones parce qu'ils n'avaient jamais vu un peuple différent au niveau de la couleur de peau, au niveau des traits physionomiques avec les Portugais parce que c'était des Européens, puis ils n'avaient jamais vu des autochtones que dans le temps ils considéraient d'Indiens. Et plusieurs témoignages vont notamment passer des marins qui étaient présents dans ces embarcations-là à des spécialistes, des historiens, bon, pas bien des historiens, mais à des personnes influentes qui étaient présentes à Lisbonne. Et l'une de ces personnes très influentes est Alberto Cantino. Si vous vous souvenez, j'ai déjà parlé un peu de Cantino au début avec sa carte de Cantino dont on va l'observer et l'analyser plus en détail plus tard. Et donc, Alberto Cantino, qui était un émissaire italien, représentant du duc de Ferrare à Lisbonne, va écrire le 17 octobre 1501 une lettre au duc de Ferrare dont il va parler de ce voyage, parce que d'une certaine manière,
c'était un espion, mais un espion qui avait un contact avec le Portugal, mais qui, avant tout, représentait le duc de Ferrare. Et je vous cite à présent cette lettre, une partie de cette lettre qu'il avait écrite à son patron, si on peut le dire ainsi, le duc de Ferrare. Et je vous cite, parce que Albert Contino avait parlé avec ses marins qui étaient arrivés à Terre-Neuve. Donc je vous cite. D'abord, il raconte qu'après avoir quitté le port de Lisbonne, ils naviguèrent durant 4 mois. De suite, toujours dans la même direction et vers le même pôle. Et pendant tout ce temps, ils ne virent jamais rien. Dans le 5e mois, voulant toujours avancer, ils disent avoir rencontré des masses énormes de neige congelée sur la mer, des banquises, et qui s'avançaient sous l'impulsion des vagues. Du sommet de ces blocs coulait une eau douce et limpide produite par la chaleur du soleil et qui descendait à travers les rigoles qu'elle se creusait. Les navires ayant déjà besoin d'eau, ils s'approchèrent avec les canots et en prirent pour leurs besoins. Craignant de demeurer en ce lieu à cause de l'imminence du danger, ils pensèrent à s'en retourner. Mais soutenus par l'espoir, ils résolurent de pousser dans la même direction pendant quelques jours encore autant que possible et résumèrent leur voyage. Le 2e jour, ils rencontrèrent la mer gelée et forcés de renoncer à l'entreprise, ils commencèrent à se tourner vers le nord-ouest et l'est. Ils voyagèrent pendant 3 mois dans ces directions, donc le nord-ouest et l'ouest, toujours favorisés par le beau temps. Le 1er jour du 4e mois, ils aperçurent un très grand pays. Très grand pays, donc le Canada. Donc ils avaient découvert Terre-Neuve. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Contino avait dit que les compagnons de Gaspar Cortrial avaient trouvé une grande quantité de fruits excellents et variés, ainsi que des arbres et des pins si hauts et si gros qu'ils eussent pu servir de mât aux plus grands vaisseaux. Et aussi, il parle des Amérindiens, donc des autochtones, où il dit que ces autochtones étaient probablement des Béotucs et qu'ils étaient d'une stature un peu plus élevée que la nôtre, avec des membres proportionnés et bien formés. Ce détail et tous ces détails que Quentin va écrire au duc de Ferrare montrent donc que les marins avaient donc découvert Terre-Neuve et c'est vraiment fascinant. Par la suite, Gaspar Cortrial, de son côté, est toujours à Terre-Neuve et on sait que Gaspar Cortrial a donc exploré en détail ces terres et Henry P. Bigger, donc un historien canadien, un des premiers spécialistes à rentrer en détail et à explorer le côté de l'histoire du Canada depuis ses origines, va notamment parler de ce que Gaspar Cortrial va découvrir au niveau des terres. Et je vous cite. Et donc il parle de l'itinéraire de Gaspar Cortrial. Continuant sa route vers le sud, il prit le détroit de Belle-Île pour une baie et supposa que la côte orientale de Terre-Neuve était la continuation de la côte principale déjà explorée au nord. Belle-Île fut appelée île Friar Lewis, mais le cap Boa-Vista a conservé le nom de cap Boa-Vista ou cap Fairview qui lui fut donné par Cortrial. La baie Trinity fut appelée baie Saint-Irénée, nom d'un saint portugais bien connu. Plus loin au sud, l'île Bacalhau, donc Bacalhau Moru, et la baie Conception ont conservé tous les deux les noms qui leur furent donnés par Gaspar. Fairyland reçut le nom de Ferlhão ou promontoire rocheux, et Fermeuse fut appelée Rio Formoso ou Belle Rivière. Le cap Race, dont son nom a son apparence stérile, Cap Raso, ou à sa ressemblance à un cap du même nom situé à l'embouchure du Tagus,
Après avoir continué ce promontoire, Courtrial longea les côtes du sud de Terre-Neuve jusqu'à la baie Placencia, qu'il donna le nom la Grand-Baie. Quant à la baie Sainte-Marie, située entre cette dernière et le cap Race, il semble que l'explorateur lui donna le nom de Havre de la Croix. Et si l'on tient compte de la fête qui fut célébrée le 14 septembre, ce fut vers cette époque que dans l'un des ports sur la côte ouest de la baie Placencia, Courtrial se sépara de 2 de ses vaisseaux qui prirent la route de Lisbonne. Donc, on voit ici clairement que Gaspar Courtrial va être curieux, ce qui est tout à fait normal, et va donc explorer en détail les terres de Terre-Neuve, de Labrador, de la Nouvelle-Écosse, et va en prendre possession au nom du roi du Portugal. Et pour terminer cette partie du voyage de Gaspar Courtrial, j'aimerais vous lire cette citation de Henri Harris, un historien français, parisien, qui va consacrer un peu une partie de ses œuvres à parler de l'histoire de l'Amérique depuis ses origines et les contacts avec les premiers Européens et les Autochtones. Et je vous cite. « Les documents n'attestent la présence d'aucun Européen à Terre-Neuve avant Gaspar Courtrial. Dans l'état actuel de la question, l'histoire impartiale doit donc en attribuer la découverte aux Portugais. C'est aussi à ces habiles marins que revient le mérite d'avoir ébauché les premières cartes et la première nomenclature de cette île. C'est aux Portugais que revient le mérite des premières explorations du Labrador, au moins jusqu'en 1541, date à laquelle João III, donc João III du Portugal, n'accorde plus de lettres patentes pour des voyages dans ce pays à cause des nombreux navires qui s'y perdirent. Donc, on peut le voir qu'il y a beaucoup plus de consensus par rapport au fait que Gaspar Courtrial serait, non, là, pas conditionnel, soit arrivé donc à Terre-Neuve. Sauf que le problème, c'est que on ne va plus savoir de Gaspar Courtrial. Et ça va inquiéter la couronne portugaise. Parce que les 2 navires qui sont revenus de Terre-Neuve, donc les 2 caravelles qui amènent des autochtones, dont les marins vont parler des exploits de Gaspar Courtrial, ils attendent, et Gaspar Courtrial ne va pas revenir à Lisbonne, il ne va jamais revenir à Lisbonne. Et cela va porter une grande inquiétude auprès des Portugais, et notamment du roi Manuel Ier, donc de Dom Manuel I. Non seulement le roi va être inquiet par le fait que Gaspar Courtrial ne soit pas encore revenu de Terre-Neuve, mais aussi son frère, Miguel Courtrial, va se dire « il y a quelque chose qui ne marche pas, comment ça se fait que les deux des 3 caravelles sont déjà revenus à Lisbonne, mais celle de mon frère est toujours restée là-bas ?» Et cette inquiétude va mener à ce que Miguel Courtrial, qui était le grand portier du roi du Portugal, et donc qui avait une influence très grande à la cour du roi, va demander à Dom Manuel I, qu'à Manuel Ier, à ce qu'il puisse partir à la recherche de son frère, afin qu'il puisse le rapporter à Lisbonne. Le 15 janvier 1502, Manuel Ier va donc accorder des lettres patentes à ce que Miguel Courtrial puisse partir à Terre-Neuve, non seulement pour retrouver son frère Gaspar, mais on va en profiter, on va faire un 2 pour 1, puis on va ratifier la découverte de Terre-Neuve par les Portugais et la prise de possession au nom du roi du Portugal
dans le territoire canadien. Et on a encore des traces de cette lettre patente accordée par le roi Manuel Ier. Et j'aimerais vous lire une partie de cette lettre patente de 1502. Nous faisons savoir que Miguel Cortrial, gentilhomme de notre maison et notre grand portier, nous a dit que son frère, Gaspard Cortrial, était parti de cette ville pour aller découvrir la nouvelle terre dont il avait déjà trouvé une partie, et comme il s'était écoulé 5 mois depuis, et que 2 de ses navires sont revenus à Lisbonne, mais non le sien, lui, Miguel, désire aller à sa recherche, au sujet duquel le dit Miguel Cortrial avait encouru de grandes dépenses pour cette découverte, de même que pour les 10 navires que son frère avait gréés la première fois qu'il avait trouvé ladite terre, et aussi cette seconde fois où il était avec lui. Cette seconde fois où il était avec lui. Ces quelques mots nous montrent clairement donc que Miguel Cortrial était effectivement parti avec Gaspard Cortrial à la découverte de Terre-Neuve, et donc qu'il serait revenu dans l'un de ces 2 navires à Lisbonne, donc dans l'une des 2 caravelles que Gaspard Cortrial avait demandé à ce qu'il revienne à Lisbonne pour donner la bonne nouvelle aux Portugais et à la cour du roi. Et donc, Miguel Cortrial va partir le 10 mai 1502 avec environ entre 2 ou 3 caravelles, et ils partent à Terre-Neuve, vers Terre-Neuve, à la recherche donc de Gaspard Cortrial. Ils arrivent à Terre-Neuve et là, ils commencent à explorer et à la recherche. Et de ce qu'on sait, le navire de Miguel Cortrial et le ou les navires des autres membres de l'équipage vont se séparer et vont explorer, vont aller à la recherche donc de Gaspard Cortrial. Et ce que l'on sait, c'est que le 20 août 1502, le navire de Miguel Cortrial et le ou les navires des autres membres de l'équipage se donneraient rendez-vous à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Sauf que le problème, c'est que Miguel Cortrial va connaître le même sort que son frère. Effectivement, Miguel Cortrial ne reviendra pas, ne va pas marquer présence le 20 août. Le ou les navires qui étaient donc séparés de Miguel Cortrial étaient là, et là ils voient, eh bien, on a perdu un frère, là on vient de perdre l'autre. Ils attendent pour voir si Miguel Cortrial va revenir, mais non, il va jamais revenir. Et c'est là que les 2 frères, parce qu'il va en avoir plus, mais Gaspard et Miguel Cortrial ne vont jamais revenir à Lisbonne et n'auront jamais pu avoir l'opportunité de dire de leur propre voix l'expérience qu'ils avaient vécue à Terre-Neuve. Mais grâce à Dieu, les marins qui étaient partis en expédition avec Miguel Cortrial et avec Gaspard Cortrial vont témoigner de leur expérience, et bien sûr que le fait qu'ils aient amené des autochtones va montrer clairement qu'ils y étaient arrivés. Et c'est là que Vasco Henriques Cortrial, donc le 3e frère, va prendre, donc comme on l'a vu, les marins vont revenir et vont dire, eh bien, on a perdu les traces on n'a pas retrouvé Miguel Cortrial, on avait rendez-vous avec lui, il n'est jamais venu, on devait bien retourner à Lisbonne. Et Vasco Henriques Cortrial va donc assumer un peu, pour ainsi dire, la concession de la part du roi du Portugal de ces terres-là. Sauf que Vasco Henriques Cortrial, en 1503, qu'un an plus tard, va dire « Ah, moi aussi je veux partir à la recherche de mes frères ». Sauf que cette fois-ci,
Dom Manuel I va dire non, 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 non. Toi, tu restes ici, je ne te laisse pas partir, je ne te donne pas des lettres patentes, parce que la lettre patente donnait l'autorisation à ce que l'explorateur, le marin, le découvreur puisse partir au nom du roi du Portugal. Et donc, là, il va dire non. Toi, tu pars pas, tu restes ici. Et donc, Vasco Henriques Corte Real va rester à Lisbonne et va recevoir par plusieurs rois, donc, au fil du temps, les concessions et donc d'une certaine manière le fait qu'il soit le représentant des Cortes Real au Portugal et d'une certaine manière le garant du fait qu'il était le représentant, il était un peu d'une certaine manière le propriétaire de Terre-Neuve dans le sens où oui, Terre-Neuve était un territoire, Terre-Neuve et Labrador appartenaient au roi du Portugal, sauf qu'ils étaient contrôlés par les Cortes Real. Notamment en 1538, Vasco Henriques Corte Real va recevoir une lettre, donc une concession de Jean III. Par la suite, en 1574, il va recevoir une lettre, pas une lettre patente, mais une concession de Sébastien du Portugal. Et en 1579, plus précisément le 26 mai 1579, c'est au tour du cardinal roi Dom Henrique a donné une concession à Vasco Henriques Corte Real. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut voir qu'il y aura moins de, comment est-ce que je pourrais dire, il y aura moins de contact entre les Portugais et Terre-Neuve, parce que plusieurs navires partaient et ne revenaient pas. Il ne faut pas oublier que à cette époque-là, le Portugal était déjà arrivé en Inde, on contrôlait une grande partie de l'Afrique, aussi une partie de l'Asie, et les Portugais étaient plus préoccupés, pour ainsi dire, à ce que le Portugal ait un contact plus fort avec l'Afrique et avec l'Asie, qui lui rapportait beaucoup, mais beaucoup d'épices, de tissus, et donc le roi était plus préoccupé par cela. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le 14 octobre 1506, Manuel Ier du Portugal va décréter et va imposer par décret, un droit sur la morue à tous les marins portugais qui partaient à Terre-Neuve et qui revenaient. Cela montre que, puis on le sait, de plus en plus de marins partaient à Terre-Neuve pour pêcher de la morue. On savait qu'il y avait, avec une très grande abondance, de la présence de morue à Terre-Neuve, et donc plusieurs marins, plusieurs pêcheurs portugais en profitaient pour aller à Terre-Neuve. Et on peut donc déduire que le nombre de Portugais à partir à Terre-Neuve pour pêcher de la morue était si grand, si important, que le roi va dire « Ok, là je vais imposer un droit sur la morue, comme ça je vais faire de l'argent avec ça, étant donné que tellement de Portugais partaient à Terre-Neuve. » Et le fait que tellement de Portugais partent à Terre-Neuve, partent en Nouvelle-Écosse et reviennent avec leurs bateaux pleins de morue, va mener à ce que certains se disent « Non, mais s'il y a tellement de Portugais qui partent à Terre-Neuve et qu'il y a une si grande abondance de morue, pourquoi pas essayer de coloniser une partie du territoire ?» Car jusqu'à présent, le territoire était possédé par le Portugal. Mais c'est tout, il n'y avait pas des Portugais qui habitaient à Terre-Neuve, et autres que les marins portugais qui partaient et qui revenaient, il n'y avait rien d'autre qui se passait. Et donc, une de ces personnes-là, à voir cet intérêt à dire « Non, mais on ne peut pas abandonner Terre-Neuve. Oui, l'Afrique, oui, l'Asie sont très lucratives, mais il faut bien essayer
côté de Terre-Neuve. La vérité, c'est que le Portugal, à cette époque-là, avait encore une superpuissance mondiale, était une superpuissance mondiale et avait l'argent, avait les équipages, avait tout ce qu'il fallait pour établir une nouvelle colonie. Et c'est donc en 1521 que Dom Manuel I va accorder à João Álvares Fagundes, un gentilhomme de Viana de Castelo, donc au nord du Portugal, la concession de ces terres et le fait qu'il puisse partir à Terre-Neuve et rencontrer ces marins, essayer de tenter, de faire une tentative de colonisation. Et il y a une charte qui va être écrite donc, et cette charte est encore présente aux archives nationales de la Tour do Tombo à Lisbonne. Et je vous passe à citer une partie de la charte. La terre dite ferme, à partir de la ligne de démarcation qui sépare les possessions de la couronne de Castille du côté du sud jusqu'à la terre découverte par les Cortrial, en plus la baie d'Anguada de l'Eguada sur la côte nord-est et sud-est, les îles auxquelles Fagundes a donné son propre nom, à que elle pôs nome Fagundes, donc à laquelle il a mis son propre nom, c'est-à-dire São João, São Pedro, Santana et Saint-Antonio, donc Saint-Jean, Saint-Pierre, Sainte-Anne et Saint-Antoine, l'archipel de São Pantaleão avec l'île de Piteguem et les îles des 11 000 Vierges et l'île de Santa Cruz, qui était tout près du banc, et une autre île qui s'appelle aussi Sainte-Anne, aperçue mais non encore revendiquée. Et donc, on peut le voir que Fagundes va avoir cette concession de terre-là, il va avoir le droit de coloniser, un peu de faire tout ce qu'il veut avec les terres qui étaient présentes. Parce que Dom Manuel I se disait, il y a déjà tellement de navires qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Et on est très bien satisfait. Moi, j'ai mon droit sur la morue avec tous les pêcheurs qui reviennent de Terre-Neuve. Si tu veux faire quoi que ce soit, vas-y, t'as chemin libre. Moi, je t'impose rien, je te laisse rien, à une condition, bien sûr. C'est que João Álvares Fagundes ne pouvait pas rentrer dans les terres qui appartenaient au Cortrial. Comme on peut le voir dans plusieurs cartes géographiques, il y a terres Cortrial, donc les terres de Cortrial. Et de ce point de vue-là, donc de ce côté-là, il ne pouvait rien faire. Et donc, João Álvares Fagundes va bien tenter, il va faire de son mieux pour aller du côté des terres qui ne vont pas être touchées, qui ne seront pas possédées par les Cortrial, et il va notamment aller au sud de Terre-Neuve. Et on va notamment découvrir le Tratado das Ilhas Novas, que c'est un manuscrit qui date du XVIe siècle, plus précisément de 1570, et qui a été retrouvé à la bibliothèque de l'université de Coimbra, donc une ville universitaire au centre du Portugal, et qui a été publié par do Canto en 1887. Et je vous cite à présent ce que Francisco de Souza avait parlé dans ce traité. Il y a environ 45 ou 50 ans, en 1570, certains gentilshommes de Vienne, donc Viana de Castelo, s'associèrent et à cause de quelques informations qu'ils avaient eues de Terre-Neuve, de Bacalhau, ils décidèrent d'aller en habiter quelques parties, comme ils y allèrent en fait dans une nef et une caravelle. Et parce qu'ils trouvèrent très froide la terre où ils avaient d'abord décidé de s'arrêter, ils coururent le long de la côte du nord-est, sud-ouest. Et c'est là qu'ils y habitèrent. Parce qu'ils avaient perdu leur navire, on n'eut des nouvelles d'eux que par des Biscayens qui y vont et qui en donnent des informations. Ces gens demandent qu'on raconte comment ils y vivent et qu'on leur envoie des prêtres, car les indigènes sont apprivoisés et la terre bonne et généreuse. Et cela se trouve au Cap Breton.
lieu à l'entrée de la côte qui court au nord en une belle baie, où il y a beaucoup de monde, et dans la terre des choses de grand prix. Et ainsi, en leur compagnie sont allés aussi quelques couples des îles des Açores qu'ils avaient embarqués de passage, comme on le sait. Donc, grâce à ce Tratado des Ilhas Novas, donc ce traité des îles nouvelles, on sait que des personnes du nord du Portugal, donc précisément de Viana do Castelo, mais aussi des îles des Açores, seraient partis à l'île du Cap-Breton pour avoir d'une certaine manière un bon contact et avoir une tentative de colonisation, et on sait qu'ils auraient eu un bon contact avec les autochtones qui étaient présents, et plus précisément les Micmacs. Faut pas oublier que, on va en parler plus tard bien sûr, mais toutes les cartes géographiques du XVIe siècle, donc principalement de la première moitié du XVIe siècle, vont toujours dire Terra de Corte Real, Terra de Lavrador, Terra Nova, en portugais, et donc on peut voir que cela mène à penser réellement qu'il y avait eu des tentatives de colonisation portugaise au Canada, plus précisément dans l'île du Cap-Breton. Sauf que quand et là le temps passe, Samuel de Champlain va notamment parler en 1608 il va parler de l'île du Cap-Breton, et il va notamment parler de la tentative des Portugais de colonisation. Sauf que selon lui, les Portugais n'avaient pas eu les meilleures relations avec les autochtones, et je vous cite ce qu'il avait écrit. En ce lieu, il y a 2 ports où l'on fait pêche de poissons, à savoir le port des Anglais, distant du Cap-Breton, quelques 2 à 3 lieues, et l'autre, Niganis, Ingonish, 18 à 20 lieues au nord du nord-ouest. Les Portugais, autrefois, voulurent habiter cette île et y passèrent un hiver, mais la rigueur du temps et les froidures leur firent abandonner leur habitation. De plus, Jean-Alphonse, qui était le célèbre pilote du sieur de Roberval, donc qui était venu ici au Canada en 1542, parce que, comme on a appris à l'école, Jacques Cartier était venu ici, mais bon, comment est-ce que je pourrais dire, ça marchait pas vraiment avec Jacques Cartier, donc le roi de France décide d'amener le sieur de Roberval. Et son capitaine va notamment dire que les Amérindiens avaient massacré tous les colons qui s'y trouvaient, donc tous les colons portugais qui étaient présents dans l'île du Cap-Breton. Ce qui est sûr, c'est que cette colonie portugaise du Cap-Breton ne va pas survivre. Est-ce que c'est à cause du fait que les autochtones aient massacré ces personnes-là? On ne le sait pas. Est-ce que c'est le fait que, tel que cité par Samuel de Champlain, à cause des rigueurs du froid? On ne sait pas. Sauf que Jean-Alphonse, donc le célèbre pilote portugais du sieur de Roberval, comme il était portugais, il savait très probablement beaucoup plus que Samuel de Champlain. Il ne faut pas oublier que les dates sont différentes. Jean-Alphonse en parle en 1542, Samuel de Champlain en parle en 1608, donc bien plus tard. Et donc, cela mène à nous penser qu'il serait très probable que les Portugais aient été massacrés par les autochtones. Au début, on disait qu'ils avaient une bonne relation avec les Micmacs, mais au final, ça s'est mal passé pour eux. Le 4 mai 1567 va se produire un dernier acte pour essayer de renforcer la colonisation portugaise à Terre-Neuve. Et donc, en général, plus dans l'est du Canada. Et ce qui va se produire, c'est que le 4 mai 1567, le roi Sébastien Ier du Portugal
va accorder à Manuel Corte-Real, un autre membre de la famille des Corte-Real, qui à cette époque-là était capitaine de l'île Terceira ainsi que de Terre-Neuve, il va lui accorder une charte qui lui donne 3 navires et qui lui donne la fonction de nommer un gouverneur de la colonie portugaise qui était présente à Terre-Neuve. On ne sait pas exactement ce qui va se passer par rapport à si cette tentative de renforcement de colonisation va bien se passer ou pas, mais ce que l'on sait, c'est que cette charte, elle a réellement existé, elle est encore présente aux archives nationales de Lisbonne. À cette époque-là, on est donc en 1567. 13 ans plus tard, va se passer un événement qui va chambouler au complet l'histoire du Portugal. Après une crise de succession de rois du Portugal, Sébastien du Portugal va disparaître dans une bataille en Afrique du Nord. Son oncle, qui va devenir roi, le cardinal roi Henrique, était déjà très vieux, va finir par mourir. Et là, il n'y a plus de roi. Il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de neveu. Il faut trouver un roi. Et donc, il y aura une crise de succession. Et l'heureux élu, celui qui va devenir roi du Portugal, va être Philippe d'Espagne. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que à ce moment-là, le Portugal et l'Espagne vont s'unir. Plutôt l'Espagne qui va prendre le contrôle sur le Portugal, ce qui veut dire que toutes les colonies qui appartenaient au Portugal vont désormais appartenir à l'Espagne. Et c'est ce moment cette période historique entre 1580 et 1640, qu'on va surnommer de l'Union ibérique, où Portugal et Espagne formaient un seul pays. Et j'en parle parce que le 5 août 1583, Humphrey Gilbert, un explorateur anglais, envoyé par la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, va débarquer à Terre-Neuve et prendre possession du territoire, donc de Terre-Neuve, au nom de la reine d'Angleterre. Coïncidence ou pas? Parce que 3 ans après que le Portugal était annexé par l'Espagne, l'Angleterre, qui était en guerre avec l'Espagne, va débarquer dans les colonies portugaises qui à présent étaient espagnoles. On sait que les Portugais qui étaient présents à Terre-Neuve, parce qu'il y avait des Portugais effectivement qui étaient présents à Terre-Neuve, vont être les seuls à bien accueillir Humphrey Gilbert, donc l'envoyé de la reine d'Angleterre. Ce parce qu'il ne faut pas oublier que les Portugais et les Anglais avaient avaient une très bonne relation. Les deux pays avaient notamment l'alliance la plus ancienne du monde, encore présente jusqu'à aujourd'hui, sur le traité de Windsor. Et on sait donc que les Portugais sont le seul peuple à avoir bien accueilli les Anglais qui étaient arrivés à Terre-Neuve. Et ce que l'on sait, c'est que, à cette époque-là, Fagundes et Corte-Real étaient présents à Terre-Neuve. Et selon ce qu'on a entendu dire, ces deux Portugais, qui avaient un très grand pouvoir à Terre-Neuve, tant pour Corte-Real, qui était plus présent dans la partie de Terre-Neuve, et João Álvares Fagundes, qui était plus présent au sud de Terre-Neuve et aussi en Nouvelle-Écosse, vont avoir des négociations avec les Anglais pour concéder et pour donner leur territoire, la concession de leur territoire contre de l'argent et aussi qu'il n'y ait pas de problème.
Sauf que cette date-là va être la fin de l'exploration des Portugais à Terre-Neuve. À partir de ce moment-là, les Portugais, ceux qui étaient à Terre-Neuve, il y en a qui restent à Terre-Neuve, il y en a qui reviennent au Portugal, mais l'Angleterre va prendre possession de Terre-Neuve. Terre-Neuve, qui était un territoire appartenant au Portugal jusqu'en 1583. Et le fait que l'Angleterre, qui était arrivée en 1497 avec Jean Cabot à Terre-Neuve, mais qui va seulement prendre possession de Terre-Neuve pratiquement 100 ans plus tard, en 1583, lorsque le Portugal est annexé par l'Espagne, ce n'est pas une coïncidence, c'est impossible, parce que l'Angleterre savait très bien que les Portugais étaient présents à Terre-Neuve, mais une fois que le Portugal a été annexé par l'Espagne, les Anglais n'avaient absolument rien à foutre, désolé pour mon langage, mais ne voulaient rien savoir des Espagnols. Et comme les Espagnols avaient à présent le contrôle sur Terre-Neuve par l'annexation du Portugal, les Anglais se sont dit « Ah non, là, on s'en fout des Espagnols, on va prendre contrôle de Terre-Neuve. » Et si à ce moment-là que cette histoire de presque 200 ans entre le Portugal et l'Est du Canada, donc de Terre-Neuve, de Labrador et de la Nouvelle-Écosse, va prendre fin. Donc, après avoir parlé des tentatives de colonisation de la part des Portugais, de l'arrivée des premiers Portugais au Canada, il est important de parler des cartes, car les cartes géographiques jouent un rôle très, très important sur les preuves concernant l'arrivée de ces Portugais. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes au Consulat général du Portugal, à Montréal, où se retrouve un ensemble de plusieurs cartes géographiques faites par des Portugais entre le 15e et le 16e siècle. Et la première carte que j'aimerais vous parler n'a pas été faite officiellement par un Portugais, mais bien par le frère de Christophe Colomb en 1490. Officiellement, la première arrivée des Européens à Terre-Neuve a été en 1497 par Jean Cabot, mais comme nous avons vu, comme on l'a vu, les Portugais étaient arrivés bien avant. Et donc, cette carte de Colomb que je considère être un joyau perdu, et ce parce que peu de gens le connaissent. Mais ce qui est important de cette carte, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a le Portugal, il y a donc l'Europe, il y a les îles des Açores, et à côté des îles des Açores se retrouve un ensemble de 3 îles. Mais quelles sont ces 3 îles? À première vue, on peut dire, bon, peut-être c'est des îles imaginaires, peut-être ils étaient en train d'inventer du n'importe quoi, mais non. Et à côté de ces 3 îles se retrouve un passage écrit en latin et que je vais vous citer à présent. Exceptem civitatum insula vocatur, nunc Portugalensium coloni esceta, ut gromite citantur Hispanorum in qua reperiri inter arenas argentum perhibetur. Vous l'avez très probablement pas compris parce que c'est du latin, mais je vais vous traduire cette citation. Celles-ci sont les îles des 7 cités, une colonie de Portugais. Il se sait que selon des témoignages de navigateurs espagnols, le sable de ces plages aurait de l'argent mélangé. Argent
mélangés. Ces deux mots sont la clé pour comprendre qu'en réalité, on parle de Terre-Neuve. Et ce parce que dans les plages de York Harbor, à Terre-Neuve, se retrouve de l'argent mélangé. Mais quelle coïncidence, on pourrait le penser. Eh bien non. On parle clairement de Terre-Neuve et Labrador, et lorsqu'on prend ces trois îles et qu'on les met vis-à-vis avec le Labrador, l'île de Terre-Neuve et la partie de la Nouvelle-Écosse, on peut voir que la superposition qui est faite est plutôt exacte. Et donc, cela nous mène à voir que déjà en 1490, une carte présentait un fait à présent vous connaissez, où les Portugais étaient déjà présents à Terre-Neuve. La deuxième carte que je veux vous parler est celle de Quintino. La carte de Quintino, faite en 1501, est une carte, cette fois-ci, bien plus connue. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de la carte de Quintino? Eh bien, parce qu'il y a un détail très important. Comme on avait déjà parlé du traité de Tordesilhas, dans cette carte, il y a une ligne. La ligne qui a été faite par le pape, où on voit donc le Brésil qui est découpé. Mais si on regarde plus au nord, et si on regarde la ligne faite lors du traité de Tordesilhas, on va remarquer qu'il y a une grande île. Non, ce n'est pas Groenland, parce que Groenland est à l'est de cette île. Et qui dit Terra del Rei de Portugal. Terra del Rei de Portugal. La terre du roi du Portugal. Et la ligne coupe exactement au milieu de cette île. On pourrait penser, terre de l'île du Portugal, du roi du Portugal. Officiellement, le roi du Portugal n'avait pas de terre en Amérique du Nord. Eh bien oui. Et cette carte est très importante parce que si on prend une carte actuelle du monde et qu'on superpose la ligne du traité de Tordesilhas, ça passe exactement sur l'île de Terre-Neuve. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que comment est-ce que le roi du Portugal, Dom João II, Jean II du Portugal, aurait-il demandé de pousser la ligne qui, au départ, avait été faite par le pape, plus à l'ouest? C'est pas logique. Eh bien non, ça montre juste que le roi du Portugal, que la couronne et que le royaume du Portugal connaissaient déjà ces territoires. On est en 1501. Quelque temps après, cette carte a été faite, quelque temps après que Gaspar Corte Real soit arrivé officiellement à Terre-Neuve. Et donc, on peut voir que non seulement le Portugal était arrivé à Terre-Neuve, bien avant, donc vers la fin du XVe siècle et le début du XVIe, comme ils avaient pris possession de cette île, donc de l'île de Terre-Neuve. Et ça, c'est un détail très important, parce que de base, la carte de Quintino est une carte magnifique par de la manière qu'elle a été faite et que les grandes ressemblances avec la carte du monde actuel. Mais c'est tout simplement incroyable de voir que en 1501, déjà, une carte qui, contrairement à celle de Colomb de 1490, assez clairement visible
que c'est Terre-Neuve qui est sur la carte. Et Terra del Rei de Portugal fait toute la différence. Parce qu'on assume que Terre-Neuve était un territoire appartenant au roi du Portugal. Et si on regarde à présent la carte qui est présente dans la couverture du livre de Manuel de Almeida Moura, écrit en 1992, on peut voir que plusieurs cartographes portugais vont mettre en portrait l'Amérique du Nord et Terre-Neuve. Par exemple, une carte faite par Diogo Ribeiro en 1529 met en portrait l'Amérique du Nord où sont présents Terra de Labradores, Terra Nova de Corte Real. Corte Real, ce nom de ce grand explorateur portugais qui va découvrir l'Amérique du Nord, qui va arriver à Terre-Neuve, va revenir dans plusieurs cartes du monde. Une autre, de Diogo Ribeiro, cette fois en 1532, Terra Nova dos Bacalhaus, donc Terre-Neuve de la morue, parce que comme on l'a pu voir, plusieurs pêcheurs portugais vont arriver à Terre-Neuve. Une autre que je trouve très intéressante et qui est celle de la couverture du livre, faite par Fernão Vaz Dourado en 1575, présent au musée britannique à Londres, où on peut voir Terra do Lavrador avec un blason portugais, ainsi que Terra dos Cortes Reais. 1575. Le blason portugais est présent. Donc, pourquoi est-ce qu'il serait présent? Eh bien, parce que les Portugais étaient présents à Terre-Neuve. Et encore une autre, faite par Fernão Vaz Dourado, cette fois-ci en 1576, présent à la Bibliothèque nationale à Lisbonne, où Terra do Lavrador, Lavrador, province du Labrador, de l'explorateur portugais Lavrador, esta terra dos Cortes Reais, la terre des Cortes Reais, le père et les trois fils qui vont avoir une importance très grande en Amérique du Nord. Donc, on peut le voir. Pourquoi est-ce que tellement de cartographes portugais mettraient le nom de Corte Real dans l'emplacement de Terre-Neuve, l'emplacement de la Nouvelle-Écosse, l'emplacement du Labrador? Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce qu'ils étaient venus ici, ils l'avaient découvert en premier. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que les cartes viennent juste comprouver la théorie très bien fondée et véridique de l'arrivée des Portugais au Canada au XVe et XVIe siècle. Et ces cartes géographiques sont tout simplement un joyau, un trésor à garder et la preuve imminente, mais je répète, imminente de la présence des Portugais au Canada à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, une preuve imminente des tentatives de colonisation et une preuve imminente que ces terres étaient au nom du roi du Portugal. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ce monument si emblématique des découvertes portugaises et qui, lorsque les découvreurs et les explorateurs portugais arrivaient en Afrique, ils mettaient ce monument-là pour donner la possession, pour ainsi dire, au roi du Portugal. Et revenons donc aux découvertes portugaises, plus précisément par rapport à celles qui sont déroulées ici au Canada, on peut le voir. C'est pratiquement impossible de nier que les Portugais sont arrivés ici au Canada. Pour certains, c'est 1452. Pour d'autres, c'est 1472. Pour d'autres, c'est entre 1492 et 1495. Finalement, pour quelques-uns, pour la majorité, c'est
1501. Mais de là à nier, après le fait que tellement d'historiens en aient parlé, que tellement de cartes géographiques l'aient démontré, nier le fait que les Portugais sont arrivés ici à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, c'est tout simplement absurde. Et oui, c'est absurde. Car selon moi, comment est-ce que c'est possible que, après tellement de preuves, après tellement de faits documentés, qu'on puisse dire non. 1497, Jean Cabot, 1534, Jacques Cartier qui arrivait à Gaspé. Ce n'est pas logique. Comment est-ce que, encore aujourd'hui, en 2025, nos manuels scolaires qui parlent de l'histoire du Canada ne mentionnent même pas une seule fois que les Portugais sont arrivés ici, ou bien qu'on dise « Ah, il y avait des pêcheurs portugais à Terre-Neuve ». Mais c'est tout. Et c'est tout simplement inacceptable. Et là, je vais donner mon opinion très personnelle. L'histoire du Canada est une histoire très politique. Oui, très politique parce que on parle souvent de cette confrontation entre Français et Anglais. Et ce, souvent au détriment des Autochtones, mais là, à présent aussi au niveau et au détriment des Portugais. Et il y a des choses qui sont tout simplement pas logiques. Et je vous explique. En 2001, Jorge Sampaio, le président de la République portugaise, a été invité par le gouvernement canadien, pas par le consulat du Portugal à Montréal, pas par l'ambassade du Portugal au Canada, non, par le gouvernement canadien. Et pourquoi? Pour célébrer les 500 ans de l'arrivée de Gaspar Cortereal à Terre-Neuve. Le propre gouvernement canadien reconnaît qu'en 1501, des Portugais, soit Gaspar Cortereal, sont arrivés ici au Canada. De plus, devant l'Assemblée législative de Terre-Neuve, donc à St. John's, se retrouve en grand une statue de Gaspar Cortereal. À Halifax aussi se retrouve une plaque commémorative, un monument de João Alves Fagundes, qui était l'un des premiers à faire une tentative de colonisation d'établissements de Portugais ici au Canada. Donc, c'est tout simplement illogique que des statuts, qu'une reconnaissance du gouvernement du Canada montre effectivement que les Portugais sont arrivés ici il y a plus de 500 ans. Mais en même temps, lorsqu'on lit nos manuels scolaires, on parle absolument de rien. Et c'est ça ce qui me frustre. Et c'est pour cette raison-là que j'avais décidé de porter et de parler de cela dans mon projet personnel. Car oui, j'avais déjà entendu parler très souvent que les Portugais étaient arrivés au Canada il y a bien plus longtemps que ce qu'on disait. Mais je ne m'attendais jamais à découvrir tellement de choses, à ce que tellement de découvreurs, d'explorateurs portugais soient venus ici au Canada. Et ça me donne juste envie de cogner à la porte du ministère de l'Éducation et de dire « Mais est-ce que vous êtes en train de dormir ou quoi ?» Parce que les Portugais, et je ne dis pas ça, oui je le dis en tant que Portugais, mais je le dis surtout en tant qu'élève qui considère que l'histoire doit être dévoilée, il doit être présenté de A à Z sans aucune censure. Et je tiens à le dire, ne pas parler de l'arrivée des Portugais au Canada à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, c'est de la pure négligence. Plusieurs historiens ne le reconnaissent pas, très probablement parce qu'ils se disent « Ah non, on va pas perdre du temps à maintenant reconnaître un autre peuple. » Non. Et ça, c'est quelque chose qui me frustre énormément et que je considère qu'il faut y avoir du changement. Alors j'espère
que dans les prochaines années, des changements se fassent au niveau du programme. Que lorsqu'on parle de l'histoire du Canada, des premiers Européens arrivés ici, après les Vikings bien sûr, qu'on ne parle pas seulement des Français, qu'on ne parle pas seulement des Anglais, mais qu'on parle aussi des Portugais. Bien sûr, donner aussi une importance plus grande aux autochtones, car après tout, c'est eux qui étaient ici depuis très longtemps, mais aussi qu'on parle des Portugais. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et merci. Merci de votre écoute. Et j'espère que vous ayez appris de nouvelles choses, que vous ayez appris un côté de l'histoire très peu connu par plusieurs. Alors, merci beaucoup. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas, les Portugais sont arrivés ici il y a déjà plus de 500 ans.